Vous êtes vraiment bien sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand. C'est Objectif Élysée et c'est le numéro 26. Téléspectateurs sans lesquels je ne serais rien, je ne vous vois pas, je ne sais pas qui vous êtes. Je pense à vous. Je pense à vous, citoyens électeurs de droite, car c'est toujours triste, je le sais, de vivre une défaite aux élections. Et savoir pourquoi, on vit ça comme un échec collectif, mais aussi, étrangement, quelque chose d'intime, personnel. Oui, tristesse pour son camp et inquiétude sur ce qu'ont bien pouvoir faire les vainqueurs considérés jusqu'alors comme des sacrés incapables. En ce dimanche de mélancolie, à la Mutualité, le soir du 6 mai 2012, si vous étiez militant, vous vous êtes écrié, en rythme, à l'annonce des résultats, je vous cite, « On est dans la merde, on est dans la merde ». Bon, nous avons lu et filmé sur vos visages une tristesse momentanément inconsolable. Une petite semaine après, vous vous dites aujourd'hui, comment faire ? Comment vos amis et élus peuvent-ils revenir au pouvoir alors que la gauche concentre tous les pouvoirs, ou presque ? Sénat, région, agglomération, département, commune, et peut-être même, demain, très bientôt, Assemblée nationale. C'est trop pour vous, c'est un cauchemar. Alors les stratèges de vos partis sont remontés sur leurs chevaux et préparent l'après-présidentielle, c'est-à-dire les législatives. Le troisième tour, qu'on le veut, qu'on souhaite, victorieux. Ensemble, disent-ils, ils choisissent la France, c'est leur slogan. Et enterrent pour l'éternité, promis, juré, la guerre des chefs, alors qu'on sait que se pose pour beaucoup la question de l'avenir de la droite et de ses alliances. Vous avez dit alliance ? Mais avec qui ? Avec le Front National ? Des voix, Front National, les voix sont gonflées par les 18% de suffrage de Marine Le Pen. Le FN, camarade ou menaçant, je ne sais pas. Le FN avec ses triangulaires qui pointent son nez dans près de 350 circonscriptions. Certains disent cauchemar, alors la réelle, alors alliance ou non, jamais ça, jamais ça, jamais ça. Jurent certains à droite, à la suite de leur chef, Jean-François Copé, mais pas tous, nous le verrons, nous le verrons. Ça sera l'un des objets de notre débat en immersion au cœur de la droite, avec des femmes et des hommes qui incarnent une partie de cet avenir, justement, à droite, mais pas exactement, vous allez voir, de la même manière. J'accueille une femme exigeante, une icône presque, au parcours parfois sinueux, mais incroyablement populaire, que Nicolas Sarkozy a toujours su retenir et capter, malgré des turbulences, etc. Ramayad, ancienne ministre, membre du Parti radical, et donc présentement proche de Jean-Louis Borloo. J'accueille Louis Alliot, vice-président du Front National, qui n'est pas précisément une amie de Ramayad, qui, paraît-il, figure, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, sur une liste noire des gens de l'UMP vous allez me dire, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas, mais je trouve ça rigolo. Rigolo, je ris d'un rien. J'accueille Xavier Lemoine, maire UMP de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, qui considère depuis longtemps qu'il faut parler. Oui, parler avec le Front National. Il s'en expliquera. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Tabar, rédacteur en chef adjoint aux Échos, journal économique à tendance libérale et lui-même spécialiste de la droite. Merci d'être là. Alors, on va jouer, si vous voulez, pour commencer, une réponse très rapide au jeu des 3 hypothèses. Allez, c'est un jeu. Bon. Selon vous, la victoire de François Hollande est-elle due surtout, petit 1, à un rejet de Nicolas Sarkozy ? Voilà. Ça suffit. 2, à une vague hollandaise portée par l'enthousiasme d'une campagne cohérente et sans zigzag, etc. Petit 3, à l'érosion mécanique des partis au pouvoir partout, dans toute l'Europe, frappée par la crise. Alors, réponse rapide, s'il vous plaît, pour lancer le débat. Et après, on ira un peu plus loin. Qui veut répondre ? Qu'est-ce qui explique là ? Petit 1 et petit 3. Non, alors, petit 1 et petit 3, j'ai moi-même oublié, c'était quoi pour dire rejet de Nicolas Sarkozy, petit 1. Ouais, et puis, petit 3, érosion mécanique des partis au pouvoir. Voilà, et je rajouterais un petit 2 à moi, qui est la crise économique qui n'a pas permis de mettre en œuvre l'un des slogans les mieux retenus de l'opinion, à savoir travailler plus pour gagner plus. Voilà, donc je pense que c'est 3 raisons, et sur la première, concernant l'antisarkozysme, ça a été le fil rouge de la campagne de François Hollande, évidemment. Il a fait toute sa campagne sur ce thème, et pas forcément sur un projet viable, avec une vision à long terme. Voilà. Donc ça peut paraître injuste, cet antisarkozysme, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, et je pense même que François Hollande a été élu avec une partie des voix de la droite. François Hollande a été parti, bien sûr, visiblement. Sinon, il n'aurait pas passé la barre des 50%, on est d'accord. Oui. Qui veut ? Louis Alliot ? Je pense qu'il n'y avait pas d'envie de gauche, donc on élimine la 2. On élimine la 2, d'accord, j'élimine la 2. Pas de vague hollandaise, enthousiaste, etc. Et puis il faut dire une crise, effectivement, qui est pour beaucoup dans le contexte général, et puis l'antisarkozysme, mais qui est aussi justifié
par un certain nombre de faits, d'actes et d'échecs, justement, de Nicolas Sarkozy que les électeurs ont sanctionnés. D'accord. Échec de Nicolas Sarkozy. D'accord. Vous rejoignez le petit 1 de Ramagad étrangement. Enfin, vous savez, il n'y a pas de raison. Si nous sortons tout à l'heure et qu'il pleut et qu'elle me dit il pleut, je lui dirais oui, Madame Yad, il pleut. D'accord, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Oui. D'accord, très bien. Moi, vous savez, je suis pragmatique, je ne suis pas... Xavier Lemoine. Non, c'est hélas plus une défaite de la droite qu'une victoire de la gauche. Le coefficient personnel anti-Nicolas Sarkozy a joué, mais c'est très fortement atténué dans les dernières semaines de la campagne. Et je crains que ce ne soit l'entourage du président de la République, par des déclarations, à mon avis, présomptueuses et blessantes, qui ait freiné la dynamique que Nicolas avait de nouveau créée sur sa personne. Expliquez-vous. La stratégie Patrick Buisson entre les deux tours, enfin initiée quelques semaines avant le premier tour, était la seule qui permettait à Nicolas Sarkozy d'être d'abord au premier tour, autrement il n'aurait pas été au premier tour. La droitisation, ce qu'on lui reproche, mais qui n'est pas un gros mot chez moi, était la meilleure des choses pour être présent au second tour, il n'y aurait pas été autrement, était la meilleure des choses pour gagner. Et les déclarations qui ont été faites ont décrédibilisé le crédit. Déclaration de qui? Pardon, ne soyez pas abstrait. Ah non, mais je ne veux pas être abstrait. Il y a eu des déclarations de M. Juppé, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Jean-François Copé et d'autres encore, qui ont décrédibilisé ce que le président Nicolas Sarkozy était en train de retrouver comme crédit auprès des Français. Et ça s'est joué. Les 2 millions de bulletins blancs et nuls proviennent exclusivement des électeurs du Front National. Il était tout à fait intéressant de voir ce qui était marqué sur ces bulletins pour bien s'en apercevoir et s'en convaincre. C'était... Bon, d'accord, on y reviendra. Monsieur Tabar. Alors, je dirais en 1, effectivement, l'usure du sortant. En cas de crise, on sort le sortant. Allez, ça, c'est une donnée de base. En 2, l'antisarkozisme, mais effectivement corrigé et atténué au fil de la campagne. Et puis, il faut quand même... On a exclu le point 2 qui était une envie de gauche. Je crois bien sûr qu'il n'y a pas d'envie de gauche, mais on ne peut quand même pas nier, il faut quand même le souligner, que François Hollande, personnellement, a mené une campagne assez habile et assez efficace dans la méthode. Ce que j'ai dit, sans zigzag, tout ça, etc. Quand même, et il comprenait souvent contre ses propres amis qui, vous savez, lorsqu'il donnait le sentiment un petit peu de piétiner, disaient mais il faut accélérer, il lui disait non, je m'en tiens à ce que j'ai dit. À l'arrivée, il a eu raison. D'accord. Alors on passe à un autre petit jeu. C'est-à-dire le moins possible. Il rentre sur la pointe des pieds, très prudemment, en scène. Très prudemment. Ah non, mais très prudent. Mais ça ne veut pas dire mollasson, prudent. On est d'accord. Bon, alors revenons à cette question taboue qui agitait la droite sous le manteau il y a quelques mois, comme ça. Est-ce que Nicolas Sarkozy est le bon candidat? Chuchotait-on? Ah, vous me regardez comme si je disais J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, un mot obscène. Non, bah, c'est vrai. Vous vous souvenez quand même? Bien sûr. Pendant, on ne va pas faire de doubting, mais un grand nombre de ministres et de dirigeants de l'UMP étaient très dubitatifs, très sceptiques sur la stratégie menée par Nicolas Sarkozy. Je parle avant. Oui, même avant. Mais je pense qu'effectivement, Nicolas Sarkozy était le pire des candidats, à l'exclusion de tous les autres. Parce que qu'on le veuille ou non, et on l'a vu dans cette campagne, on n'a quand même pas 2 comme lui pour être capable de faire ce qu'il a fait. Oui, vous avez dit qu'il va chercher chaque électeur, et c'était le seul à avoir cette capacité-là, à aller comme ça. Il a pris tous les risques, mais à l'arrivée, il faut quand même reconnaître que dans les urnes, c'est ce qui a été payant. Parce que je me souviens, j'ai une note, le 13 octobre 2011, Alain Juppé était plébiscité à 51% par les sympathisants UMP, Fillon à 39, donc c'était en genre. Oui, mais comme toujours, c'est en campagne qu'il faut juger les candidats et pas avant. Cher Ramayad, vous avez entendu tout à l'heure votre ami Xavier Lemoine dire la stratégie Buisson était payante, en gros. Il a dit ça. La stratégie Buisson du nom du conseiller, pour quelques martiennes passages, j'explique, du nom du conseiller du président, qui a, dit-on, droitisé... Pas le Buisson ardent, Non, c'est pas le buisson ardent, mais le buisson très vif quand même, puis c'est très présent en tout cas. Parfois on s'y pique, un buisson. Donc, est-ce que vous pensez que ça a été une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie? Droitisation. Moi, je crois que avec une extrême droite à 18%, on ne peut pas considérer que c'était un succès. On ne peut pas considérer que c'est un succès, ni pour la droite, les voix du Front National, ni pour la gauche d'ailleurs. La gauche ne peut pas se pavoiser non plus. Même si elle peut secrètement s'en réjouir, parce que historiquement, elle s'est toujours délectée d'une extrême droite forte. Étant donné qu'il y a une espèce d'alliance objective qui est malsaine, évidemment. Donc, je ne vois pas où est le succès.
déjà, regarde le score de la présidentielle. Avoir été au second tour est déjà un succès. C'est quand même normal. C'était très mal barré avant que Patrick Buisson reprenne en main la campagne. Non, sérieux, vous pensez qu'il aurait pu ne pas être au second tour? Vous savez, Serge, vous avez bien vu que... D'accord, donc il faut être clair vis-à-vis des téléspectateurs. Si Patrick Buisson n'avait pas repris en main la campagne de Nicolas Sarkozy à quelques semaines du premier tour, c'était Marine Le Pen qui était devant Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'était pas au second tour. Voilà, ça c'est la réalité. Mais c'est pas la réalité. Toutes les études d'opinion, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur provenance et autres, le montrent et voilà, c'est tout. Après on peut le contester. La réalité, c'est le résultat de la présidentielle. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'hypothèse, si c'était machin, si c'était pas machin, si c'était Buisson, pas Buisson. La réalité, c'est le score. La réalité, c'est le score de la présidentielle. Et le score de la présidentielle, c'est que le président sortant a perdu, que le Front National est élevé dans l'opinion. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. Et c'est bien pour ça que nous nous sommes battus au sein de la majorité, nous tous, qui ne sommes pas seulement radicaux d'ailleurs, des gaullistes, d'autres également, pour justement rééquilibrer la ligne. Parce qu'au fond, rééquilibrer la ligne vers le virage social, vers quoi ? Pour incarner l'ensemble des droites. Non mais je veux dire, la droite ne peut pas se réduire. La droite ne peut pas se réduire. Il n'est pas omniprésent. Non mais la droite ne peut pas se réduire à la ligne, comme on dit, la ligne Buisson. Quel que soit... je veux dire, c'est une personne, tout de même. Sarkozy. À l'arrivée, c'est quand même le candidat qui assume un positionnement. Peu importe, mais la droite est diverse. C'est la ligne de Sarkozy en 2007. C'était 2007. La droite est diverse. Non, c'était pas la ligne 2007. Non, c'était pas la ligne 2007. 2007, il y avait un virage social. Il avait réussi ce truc extraordinaire qui avait été à la fois de parler aux électeurs de la droite, et c'est normal, et il faut le faire, et à ceux qui étaient plutôt au centre droit. Et je trouve que cet équilibre-là, on aurait pu le retrouver, parce que d'autant plus que dans nos institutions, le président sortant, il n'est réélu qu'à la faveur d'un rassemblement. Pas d'une campagne de premier tour. Que les voix de François Bayrou se soient majoritairement reportées sur Nicolas Sarkozy, ce qui montre bien à l'évidence que la stratégie Buisson ne les a pas indisposés. Ce qui restait à François Bayrou, c'était des électeurs, les 9% de droite, puisque les 9% autres qui avaient permis d'atteindre les 18% en 2007 étaient repartis chez François Hollande. Voilà, tout simplement. Donc moi je pense que d'abord, on a des valeurs. Enfin voilà, on a des valeurs. Quelles valeurs ? Qui ne sont pas assimilables aux vôtres. Mais c'est quoi ? J'ai toujours pas compris, moi, donc. Je peux vous l'expliquer ? Bien sûr. Ce sont des valeurs issues de la droite républicaine. Premièrement, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Si vous me permettez juste de m'en expliquer. Premièrement, on est dans l'idée... Si le Front National n'a pas été dissous, il est républicain. Non, attendez. Moi, je ne suis pas là pour faire un pont avec eux. Au contraire. Pour l'instant, vous êtes allié avec lui. Non, mais attendez. Je suis pas là... avec lui, avec l'étiquette UMP. Je ne suis pas là pour faire un pont avec lui. Je suis là pour établir une digue avec lui. Oui. C'est déjà moins républicain. Attends, excusez-moi. Lui, c'est là où ça se passe quand même. Voilà. Est-ce que je peux juste terminer mon argumentaire ? C'est bien la preuve du grand écart. Est-ce que je peux terminer mon argumentaire ? Oui. Il est tout à fait normal de parler à des Français, quel que soit leur vote. Bon. Extrême gauche comme extrême droite. Et que Nicolas Sarkozy, n'importe quel candidat, est légitime pour parler à tous les Français. Mais l'appareil du Front National, non, parce que j'ai la conviction que l'idéologie et l'appareil derrière sa présidente n'ont pas changé. C'est ça qui nous différencie. Ce n'est qu'une impression, on peut corriger ça. C'est pas une impression, c'est une certitude. D'ailleurs, vous faites même des listes noires. Quel parti républicain fait des listes noires pour dire il faut faire tomber des têtes, et notamment la mienne. Vous, c'est pas une liste noire que vous avez fait. Mais on n'est pas, on retombe là dans les heures les plus sombres de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire des listes noires quand on se dit républicain ? Ça, ce sont des propos journalistiques. C'est Monsieur Gollnisch. Pour l'instant, la seule liste noire, c'est pas les journalistes qui ont inventé la liste noire. La seule liste noire et la digue, elle est noire. C'est-à-dire d'exclure du champ démocratique. Mais vous n'êtes pas exclu, vous êtes autorisé à concourir aux élections. Non, puisque dans les deuxièmes tours, Madame Yade, vous êtes prête pas faire alliance avec vous. À voter socialiste plutôt qu'un candidat du Front. Est-ce que j'ai dit ça Trouvez une phrase. C'est déjà une évolution. Alors trouvez une phrase. Parce que au début, je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont mis dans cette liste noire ? Je n'ai pas dit que j'allais voter Parti Socialiste. Je ne l'ai jamais dit. Je ne suis pas tombée dans ce piège. Permettez aux journalistes de vous poser la question. Si un jour, que c'est une question qui se pose et qui va se poser pour la plupart des gens. J'ai refusé de tomber dans ce piège grossier dans lequel certains de mes collègues sont tombés les deux pieds joints. Il y en a qui ont fait. Les deux pieds
piégeons. Attendez, mais vous retrouverez. Mais il y a des personnalités à droite qui sont tombées les deux pieds joints dans le piège, avec toutes les certitudes et les convictions républicaines qui sont les miennes. Je refuse de répondre à cette question pour une simple raison, parce qu'elle n'est pas posée. Voilà. Si, elle est posée. Elle n'est pas posée, je suis désolée. Mais, attendez, on verra. Mais elle n'est pas posée. Et les autres, ils ont fait l'erreur magistrale de répondre à la question. Nous assimilons donc au Parti socialiste, alors que nous sommes complètement différents du Parti socialiste, et provoquant justement le Front National qui a pu dire, mais regardez, ils sont pareils, c'est le même système UMPS. Mais non, je me différencie du Parti socialiste et je me distingue tout à fait du Front National. Guillaume Tabar, un petit mot ou pas? Parce que il faut qu'on avance. Oui, je pense qu'il est particulièrement prétentieux. De quoi? De vouloir récupérer des électeurs qui, élection après élection, ont manifesté une confiance vis-à-vis d'un parti politique et de leur dire, surtout, revenez vers moi, mais les gens pour lesquels vous avez voté régulièrement sont des gens infréquentables. Je ne dis pas que je suis d'accord sur tout avec le Front National, et depuis le temps que je fais de la politique, j'aurais très bien pu passer au Front National, et ce n'est pas les propositions qui m'ont manqué. Donc je reste fermement ancré à l'UMP. Oui, mais... Je défends un certain nombre de convictions que j'essaie de mettre en œuvre. Mais qu'est-ce que vous allez devenir à l'UMP? Je m'en peu importe. Moi, monsieur, d'abord, je suis maire de Montfermeil. C'est la question centrale. Non, parce que moi, madame, je sers d'abord une ville, et je sers d'abord des citoyens. Oui, ça me permet de dire des choses au niveau national sur le plan politique. Et c'est d'abord le service de mes concitoyens sur une ville qui m'a fait confiance. Contre tous les chefs qui disent pas d'alliance avec le Front Nat, machin, etc. Moi, j'estime qu'on ne peut pas dire aux électeurs, venez chez moi, mais ce que vous avez dit à un moment donné, ce n'est pas entendable. Et ben je dis, c'est entendable, je ne suis pas d'accord sur tout, nous ne serons pas d'accord sur tout, mais je dirais, il n'y a aucune raison d'avoir cet ostracisme vis-à-vis de l'appareil. Mais peut-être qu'ils me virent s'ils le veulent. Il n'y a aucun souci. Ça pourrait être républicain. Bon. D'accord, mais enfin, ils viraient. À un moment donné, je le redis, soit le Front National est dissous, et soit il n'est pas dissous. Pourquoi il serait dissous? Non, mais posez la question, c'est incroyable. Il ne faut pas le dissoudre. Je vous dis, donc, s'il n'est pas dissous, il est républicain. Terminé, parce que la République... Donc on parle avec des républicains, voilà. Tant qu'on met la préférence nationale au cœur d'un projet politique, je suis désolé, il y a un problème. Le président nous a soutenu. J'ai une question pour vous. Il a parlé de préférence européenne. C'est quoi la différence? Oui, je parle de préférence nationale, de faire une distinction par rapport à la Constitution de la République française qui dit que les citoyens sont tous égaux et qu'on ne différencie pas deux catégories de citoyens. C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, madame Adaï? C'est quoi? C'est un Français. Quelle que soit ses origines. Donc il y a une préférence citoyenne, il y a une priorité pour le citoyen français. Parce que le citoyen, il se différencie de l'étranger dans une constitution. La préférence nationale, qui consiste à distinguer deux catégories de citoyens, c'est ça mon problème. Non, pas du tout. De considérer le national de celui qui n'a pas la nationalité. Je peux vous poser une question, monsieur Alliot, chef, je peux vous poser une question. Bon, en prenant la diminution par 2 du nombre des immigrés, ce qu'a fait Sarkozy, en refusant le droit de vote des étrangers, en exaltant face à votre traditionnel défilé du côté de Jeanne d'Arc, le 1er mai dédié au vrai travail, par opposition au faux, en décrétant la fin de la lutte des classes et la célébration du drapeau tricolore. D'accord. Nicolas Sarkozy, vous a-t-il dépouillé, siphonné, comme on dit, ou rendu service en vous légitimant? Non, mais il s'est même pas dépouillé. Il était dans une stratégie de deuxième tour. Voilà, il était. Bon, mais et vous, ça vous a servi ou au contraire à partir du moment où il vient sur notre terrain, il légitime notre discours. Ça paraît une évidence. Et donc merci, monsieur Sarkozy. Et donc, s'il l'a dit, c'est qu'il le partage, parce que sinon, il est doublement menteur et il a trompé ses électeurs. Donc, je pense qu'effectivement, ces idées sont majoritaires en France et qu'à un moment donné, il faudra bien faire la jonction des deux électorats. Donc, merci, monsieur Sarkozy. 56% de vos électeurs sont à peu près votés Sarkozy au deuxième tour. Oui, je crois. La moitié, je dirais une grosse moitié. Et ça a marché, sa stratégie, donc. Ça marche. On est dans un deuxième tour des présidentielles. On va voir aux élections législatives ce que ça va donner. Là, ça va être intéressant. On va y venir, monsieur Tabar. Ma question un peu alambiquée comme ça, légitimé, siphonné ou légitimé? Je crois surtout que le rendez-vous manqué, c'était celui de 2007. Parce qu'en 2007, Nicolas Sarkozy réussit avec un discours. Et Ramayad a raison de dire que le discours de 2007, il est très large. Il ratisse, il cite Jaurès, etc. Et en même temps, il parle d'immigration, il parle d'insécurité. Il réussit à... L'expression est devenue fameuse, à siphonner les voix du Front National. Et ce qui était une manière, de régler le problème et de sortir de ce piège sans fin dans lequel la droite est depuis les années 80. Alors on parle pas, alliance, pas alliance, etc. Bon, Nicolas Sarkozy avait réglé ça. Bon, le problème c'est que les électeurs qui lui avaient confiance à ce moment-là, qui venaient du FN, qui avaient voté Sarkozy en 2007, ils l'attendaient ensuite au résultat. Bon, et à mon avis, si les électeurs sont repartis
chez Marine Le Pen, c'est qu'il y a eu un décalage entre ce qu'ils ont pensé que Nicolas Sarkozy incarnait, une forme d'autorité accompagnée de résultats, et la réalité. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de Nicolas Sarkozy, parce qu'on sait bien qu'une fois qu'on est au pouvoir, c'est pas toujours facile de faire exactement ce qu'on veut, etc. Mais il y a peut-être manqué de cohérence dans l'action, de continuité dans l'action et de résultats. En vous écoutant, M. Tabar, qu'il y a deux Nicolas Sarkozy. Hémisphère gauche, hémisphère droite, parce qu'on ne parle pas du même Nicolas Sarkozy quand on entend Ramayad et quand on entend le sarkozysme est un pragmatisme, vous savez. Mais à ce point. Non, hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, on est d'accord, quoi. Il y a plusieurs Nicolas Sarkozy. Oui, mais on s'en serait pas rendu compte. Tout comme il y a plusieurs François Mitterrand, tout comme il y a plusieurs Jacques Chirac. Un petit détail historique, là, en ce moment, vous voyez, on dit... Oui, moi, totalement, one way. Si on fait un peu d'histoire, on dit souvent, Sarkozy, qu'est-ce qu'il est par rapport au Front National? Moi, Jacques Chirac, c'était l'homme de la digue face au Front National. Ça, exactement. N'oublions pas que Jacques Chirac, en 88 et jusqu'au milieu des années 90, il se pose la question. Dreux et le retrait du candidat RPR face au FN, c'est Jacques Chirac qui décide. Les retraits réciproques aux législatives de 88, c'est Jacques Chirac, président du RPR, qui les décide. Et la question des mêmes valeurs par les partenaires. Ensuite, Jacque Chirac a changé de positionnement et a été sur une ligne d'hostilité totale au FN. Nicolas Sarkozy, lui, a été toujours sur la ligne inverse. Un discours assez clairement à droite, mais un refus d'alliance. Si vous voulez, le personnel politique a beaucoup changé aussi autour de Nicolas Sarkozy. Quand vous les alignez tous, Kosciusko-Morizet, Madame Dati, Madame Joanneau, Monsieur Copé, Pas que des amis à vous. Ouais. Non, mais il n'y a que des ennemis. Mais du parti sans raison, d'ailleurs, quelque chose un peu artificiel de mettre le Front National comme ça au banc. Claude Guéant. Oui, Claude Guéant. Mais à l'époque où M. Tabar parle de Jacques Chirac, il y avait des gens de droite, RPR gaulliste ou UDF d'ailleurs, qui était, je dirais, de droite de conviction. Quand vous preniez un Alain Griotteret, qui a d'ailleurs soutenu Marine avant de décéder il y a quelques années, c'était un résistant d'abord de la première heure de 40, qui n'hésitait pas à dire arrêtez tout ça maintenant, il faut faire alliance avec le Front National. Il n'y en a plus des Griotteret ici, il y a M. Lemoyne aujourd'hui et quelques autres. Qui étaient un peu jeunes pour faire de la résistance. Ce que nous devons comprendre, c'est deux choses. D'abord, le Front National ne rêve que d'une chose, c'est l'explosion de l'UMP. Non, c'est pas... Non. Si. Je ne rêve qu'une seule chose. C'est que le FN a tout intérêt à ce que la droite s'en vienne. C'est la défense d'un certain nombre de valeurs en France. Majoritaire. Ça c'est évident. Et donc là encore, l'UMP ou les personnes ne doivent pas tomber dans ce piège qui ne leur rendrait pas service. Je termine juste. Alors que vous vous êtes félicité en 2007 d'avoir tué le Front National. Je termine juste. Et vous avez le résultat. Deuxième point. C'est que dans ce vote, c'est pour ça que moi, il m'intéresse de parler aux électeurs du Front National. Ce sont pas des Martiens, ce sont des Français. Ils sont parmi nous. Vous voyez, donc ils font partie. C'est pas. Ils n'ont pas voté chez Mina. Donc c'est des Français. Et il y a quelque chose qu'ils disent. Moi, je trouve qu'ils disent on peut pas les considérer que c'est des xénophobes. Point. Si c'était 5% peut-être, mais à 18 non. Pas 18. Donc les deux autres éléments qui, me semble-t-il, sont essentiels à leur agrandissement, c'est premièrement la crise économique et ses conséquences sociales. Donc là-dedans, vous trouverez les électeurs de droite, mais vous trouverez aussi les électeurs de gauche. Et puis deuxièmement, c'est un vote aussi anti-système. Il y a un moment donné, ça fait quand même 30 ans que l'extrême droite est l'arbitre de nos élections. L'arbitre. Laissez-moi juste. Non, mais je parle du parti. Faites bien la distinction, c'est important. Ils ne vous appartiennent pas, ces électeurs. Et je dirais que la deuxième raison qui me semble absolument fondamentale, qui n'est pas, exact, vous avez raison, qui n'est absolument pas citée parmi les problèmes à gérer, c'est que c'est un vote anti-système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les partis traditionnels, de gauche comme de droite, ne refusent de se remettre en question. C'est ça le problème fondamental. À aucun moment, toujours ils se disent « Ah c'est pas bien de voter FN » ou « C'est de la faute de la crise » ou de je sais pas qui. Et ils ne se disent jamais « Mais si c'était de notre faute ». Ramayad, on va continuer là-dessus. Je sais, d'accord, on va continuer là-dessus. Dans la perspective de ces législatives un peu compliquées quand même. Jean-François Copé a décrété l'union sacrée. Allez. D'accord, union sacrée. Mais a annoncé l'ouverture de ses statuts à la création de mouvements, on dirait les courants OPS, c'est une autre façon de... Alors, avec des écuries rivales peut-être, Copé versus Fillon, après. Là, pour l'instant, ça n'a rien se passé. Et des primaires et tout le tout-team, d'accord ? Est-ce que c'est le début de la mort d'une implosion du MP qui, selon vous, satisferait le Front National, ou bien une soupape de décompression pour calmer les ardeurs des ténors de la droite ? Monsieur Tabar.
C'est clair que le match Fillon-Copé, il est annoncé, il est prévisible. L'un comme l'autre veut la présidence de l'UMP. Et aujourd'hui, les deux sont aussi déterminés l'un que l'autre. Donc le match, il aura lieu à l'automne. Ça, c'est pas une surprise. Et on voit bien comment les gens vont se classer. Jean-Pierre Raffarin roule à fond pour Jean-François Copé. Courant humaniste, même avec Borloo peut-être. Oui, sauf que les clivages idéologiques et politiques ne sont pas les mêmes. Jean-Pierre Raffarin, qui est sur une ligne qu'il définit lui-même d'humaniste, il soutient Copé, qui est sur une ligne plus droitière, va-t-on dire. Bon, et Alain Juppé, lui, par contre, il fait le choix de... Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, implosion? Le match, ça veut dire au contraire renforcement. Ça veut dire implosion? Ni l'un ni l'autre. Je suis désolé, il n'y a pas de match. C'est complètement factice, cette histoire-là. Il n'y a pas de match. Et puis, c'est pas si factice. Je termine juste. Le match n'aura pas lieu aujourd'hui parce que, bien sûr, la première urgence, c'est les législatives. Mais c'est un match, c'est une rivalité de personnes. Il n'y a pas de match idéologique entre Fillon et Copé. Ce sont les mêmes. Et précisément, il y a. Donc, alors Amaya, c'est quoi? C'est une implosion? Mais précisément, il faut une idéologie. C'est ça le défi auquel est confrontée la droite aujourd'hui. Mais quelle idéologie commune vous avez tous les deux, là, par exemple? Laissez-moi juste finir. On ne peut pas, axer toute la définition de la droite républicaine aujourd'hui ou demain sur la simple question de savoir comment on se positionne par rapport au Front National. Non, mais c'est plus ça profond ne peut pas être l'axe majeur de la définition de l'UMP. Mais justement, il y a un déficit programmatique. Il faut que la droite se renouvelle, se réinvente. Il faut qu'elle porte un projet qui soit identifié à elle-même. Et on ne peut pas se positionner juste sur des raisons tactiques, comme on fait pour siphonner les voix du FN. Est-ce qu'il faut s'allier, pas s'allier? Ça ne doit pas être ça le débat, sinon c'est un piège mortel. Le débat, ça doit être comment on se réinvente. Quelle est notre armature idéologique? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent du Parti socialiste? Monsieur Lemoine, travailler. Travailler avec Monsieur Lemoine, il faut que la droite se mette au travail pendant les années qui viennent, s'il n'y a pas de cohabitation. Je pense qu'il va y avoir une recomposition idéologique de la droite très rapide. Et on voit que l'écart se confirmez. On va voir que l'écart va se resserrer et je prends le pari que la droite pourrait peut-être arriver devant la gauche aux législatives au premier tour. Bon, c'est enregistré, on va voir. Il restera à savoir ce qu'on va faire au second tour. Vous êtes d'accord? Reste à savoir ce qu'on va faire au second tour. Et le second tour, il y aura forcément un moment donné. Alors, avec discussion ou pas discussion avec l'appareil du Front National, on ne va pas d'accord épiloguer là-dessus. Il n'y a pas de discussion à avoir. Mais d'accord, ça c'est va. même pas une option. Continuez à le dire, et tous ceux qui auront voté au premier tour pour le Front National et qui continuent à vous entendre, vous diront au second tour, fume, c'est du même. Vous êtes humaniste, mais vous excluez au nom de quoi? J'ai toujours pas compris. Je ne parle pas des électeurs. On va leur parler aux électeurs. On va les ramener aux électeurs. On va les ramener. J'ai 35 ans, donc ça ne fait pas 30 ans. Votre famille politique. On a une nouvelle génération qui pense autrement. Et nous aussi, regardez. Ah bah oui. C'est la même. Non, vous n'avez pas changé, mais nous on change. Ah bon? Et on change, on s'adapte à la population, on s'adapte à l'évolution du monde. Monsieur Lemoine reprend la Et parole. on n'oublie pas la grandeur de la France, qui n'est pas fondée sur l'abaissement de notre pays. Vous êtes persuadé qu'il va y avoir rapprochement? Mais sur la promotion de valeurs. Non, c'est pas des mots, c'est ce qui a fait l'identité républicaine de la France. C'est important. Et vous êtes persuadé qu'il va y avoir la motivation du vote Front National n'est pas une motivation intellectuelle, c'est une motivation de vie quotidienne et de souffrance et de désespérance. Bon. Oui ou non? Moi je dis oui. Bon. Moi je dis oui. Et sur des faits réels, et sur des vraies problématiques, sur des vraies difficultés. Entendre à longueur de journée dire on veut pour le second tour vous récupérer, mais les gens à qui vous avez accordé successivement tout au long d'un certain nombre d'élections votre confiance sont des gens infréquentables. Oui. Vous pensez qu'au regard d'une situation pénible à vivre, ça donne envie d'aller se reporter sur les gens qui vous disent ça à longueur de journée? Moi je dis non. Et donc je dirais... Monsieur Alliot pourrait dire, mais finalement, vous êtes un peu plus astucieux que les autres pour siphonner nos voix. Je n'en sais rien parce que je pense avoir relatif crédit sur ce que j'essaye de faire depuis 10 ans sur une commune qui n'est pas facile et qui est emblématique. Voilà. C'est la seule légitimité que ça me donne. Non mais d'accord, une dernière question. Qu'est-ce qui vous sépare du Front Nat? Je n'ai jamais été au Front National, car si sur un certain nombre de concepts, la patrie, l'identité, etc., il y avait une forme du temps de Jean-Marie Le Pen, qui a fait un tort immense à des mots dont on n'a pas pu se servir pendant 20 ans. Avec Marine Le Pen, les choses ont considérablement évolué. Je pense que l'ensemble des observateurs le confirment et le constatent. Vous ne vous sentez pas très différent de lui, Alliot? Je suis... Alors, sur d'autres aspects sociétaux, on peut se retrouver. Là, effectivement, il y a un débat beaucoup plus large sur la droite entre des déclarations de Chantal Jouanneau récemment, par exemple. Mais on fait un jeu, genre une surboule entre nous. Vous êtes plus proche de lui, Alliot, que de Ramayad.
Ce que je ne comprendrais pas physiquement, mais bon. Dites-moi. Vous faites du gaullisme. Non, mais attendez. Dites-moi. Et venant Moi, le gaullisme, des radicaux, excusez-moi. Répondez. Ça, il n'était pas radical et gaulliste. Avec l'assentiment du général. Attendez. Bon. Moi, je vais vous dire, je vais vous répondre une autre. C'est d'abord la République. Et ça, on y tient aussi. La tarte à la crème. Les sons, monsieur le moine, la République. Mais il y a des gens qui ont des valeurs, monsieur. Mais personne ne la Excusez-moi. remet Il y a en des gens cause, qui la ont des valeurs. République, madame Ramaya. Mais ce qui fonde la France, c'est pas des stratégies électorales, c'est aussi des monsieur le valeurs. moine. Ça compte. Ça fait qu'on est un c'est peuple. aussi le respect des électeurs. Mais je les respecte, les électeurs. Je leur parle. Regardez le référendum sur la Constitution Eh européenne. ben j'ai voté non Monsieur aussi Alliot, à cette Oui, constitution. et au Parlement, Monsieur ils ont Alliot. voté pour. Et vous étiez C'est le membre du traité de gouvernement. Lisbonne. C'est le traité de Lisbonne. Monsieur Alliot, vous risquez d'avoir un ralliement direct. Allez-y. Pas du tout, c'est pas un ralliement direct. Je considère être plus utile à la famille de droite globale, en étant à l'UMP, en essayant de faire comprendre à mes petits camarades qu'il y a des questions dont il faut se saisir rapidement et avec efficacité, si on veut à un moment donné être crédible au plan national par rapport à ces questions-là. Et une fois, si vous voulez que je me rallie au Front National, c'est pas prévu, et deuxièmement, une fois que je serai rallié, je n'aurai plus aucune portée en termes de témoignages et en termes d'indications sur des sujets majeurs qui, à mon avis, font beaucoup de mal actuellement à notre pays et à notre population. Oui, non, voilà. vous allez, je vais et donc, bien sûr en passer la cela, je parole. me sens beaucoup plus utile en étant là où je suis, en restant là où je suis. Mais même en étant plus éloigné de Ramayad que de l'ULEO. Sur un certain nombre de sujets, je ne pense pas que l'expérience politique de Ramayad ait été celle que j'ai pu avoir. Et donc, effectivement, on peut diverger parce qu'on n'a pas la même expérience de terrain. Mais attendez, je ne vous reproche rien. Je ne vous reproche rien. Vous pourriez vous présenter sous le nom Rassemblement Bleu Marine, vous? Non, je vous le dis non. Non. Non, parce que, Pourquoi parce que le système est fait instantanément, c'est fini. Voilà. Quoi, instantanément, c'est fini? C'est les électeurs qui décident, monsieur Non, mais Lemoine. attendez, Les appareils. Attendez, la question n'est pas d'être élu, pour moi. La question est de pouvoir témoigner au regard de responsabilité que j'ai et d'alerter à droite comme à gauche, parce que je dirais, je le fais en direction de toutes les instances en disant là, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Il faut changer ce truc-là. Et donc, je suis plus dans cela que dans une joute électorale. Pour l'instant, j'ai une population qui me fait confiance. Vous espérez qu'il y a des cadres de l'UMP comme lui qui viennent vers vous? Non, mais il y a déjà les électeurs, il y a des militants, il y a des cadres locaux qui déjà discutent avec nous au niveau local. Mais beaucoup plus qu'on croit. vous voyez bien, sans porter atteinte à l'honneur de Madame Yad et de Monsieur Lemoine, que l'attelage UMP Parti Radical, c'est un grand écart qui n'est pas tenable. Ils n'ont pas les mêmes idées. Et ils vont se présenter sous la même étiquette à ces élections législatives. Vous contre moi, je vous rassure. Vous avez un traitement de faveur. Vous avez un traitement de Exceptionnellement, c'est un traitement de faveur qui Non, m'est c'est un accordé. dissident, alors. Monsieur Ah non, non, il Il est est Il a pas été UMP. Emmanuel Achliman, il s'appelle. Ah oui. Qui est député Ah sortant. oui, d'accord. Député sortant, enfin vous savez, Oui, d'accord. le type de Il profil règle que des c'est. comptes. Le type Ah, de... je sais rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par le type de profil que c'est? Ah, écoutez, moi, si je me présente face à ce candidat, c'est parce que j'estime qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, mais sur un autre terrain qui est idéologique. C'est un terrain tout à fait, ça relève de la chronique judiciaire, on va dire. D'accord. Non, mais le cas de Ramayad. Non, C'est quelqu'un qui a été condamné par la justice à une peine d'inéligibilité et qui est en cassation, dont on n'est même pas sûr qu'il sera candidat, mais qui est quand même investi, alors que je trouve qu'on ne devrait pas faire ce genre de choses et qu'on devrait mettre comme candidat des gens qui n'ont pas été condamnés 2 fois à une peine d'inéligibilité pour délit de favoritisme. Entre M. Borloo et M. Longuet, il y a quand même un Oui, fleuve. quel rapport entre M. Borloo et océan, M. Même Longuet? Quel rapport? Je vais vous dire, M. Borloo est le plus grand ministre que nous ayons eu dans la République française ces 25 dernières années. Le plus grand ministre que nous ayons eu. Et ce qu'il a fait avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, c'est chapeau bas. Notamment en Seine-Saint-Denis. Notamment en Seine-Saint-Denis. Non, c'est pas autre. Non, mais attendez. Et je vous réponds indirectement sur le grand écart. Pour moi, il n'y a pas grand écart, il y a complémentarité. J'ai une expérience particulière qui n'est pas, je dirais, réductible à l'ensemble de la France. Madame Yad a une autre expérience et d'autres ténors de l'UMP ont d'autres expériences. Et pour moi, elles sont davantage complémentaires que de vouloir faire le grand écart à tout prix. Et moi, avec Jean-Louis Borloo, c'est le plus grand ministre que nous ayons eu ces 25 dernières années. Et je le dis, je le redis. D'accord, donc ils peuvent coexister avec M. Longuet. Parfaitement coexister. Regardez au PS, on a Mélenchon, Hamon, Enfin, au puis PS, des il n'y a pas libéraux, Mélenchon. Valls. Au PS, il n'y a pas Mélenchon. La stratégie de Non, Ça ne il y ressort. a un Oui, monde. Il n'y a pas. Monsieur Tabar, attendez. Les discours sur l'immigration, sur l'identité. Oui, mais attendez, Mais ce qu'il a fait dans nos quartiers, eh bien, je dirais, a été 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus efficace que tous les discours que l'on pourrait avoir les uns et les autres sur le sujet. Voilà. Et donc, ce que Jean-Louis Borloo a permis, ce que nous avons fait en Seine-Saint-Denis avec Jean-Louis Borloo, n'exclut pas ce que je continue à faire moi également sur ma ville pour, vis-à-vis de l'immigration irrégulière, etc., prendre un certain nombre de dispositions qui sont peut-être critiquées par Jean-Louis Borloo, mais sur lesquelles il ne m'a jamais rien dit. Voilà. Le problème, Monsieur c'est
Nous sommes complémentaires. Le problème n'est pas de parler d'immigration. Monsieur Tabar. Absolument, oui. Mon problème, c'est pas qu'on parle d'immigration, c'est pas tabou. Ce qui me frappe dans ce débat, c'est que soit on parle effectivement de tactique, alliance, pas alliance, etc. Soit on se place à un niveau très élevé, mais tellement élevé qu'on a du mal à formuler les valeurs. J'ai toujours pas compris de part et d'autre quelles étaient les valeurs précises qui étaient mises sur la table. En revanche, et l'UMP là, elle a un travail à faire, c'est que la politique, c'est aussi des projets clairs. Et là, pour le coup, il y a des arguments à mettre en avant sur la distinction entre le projet global de l'UMP, quelles que soient les sensibilités, droitières ou radicales, et le projet du Front National. Je prends un exemple qui est quand même assez central, la question de l'euro. Le FN veut une sortie de l'euro, l'UMP, toutes sensibilités confondues, veut s'inscrire dans le cadre de l'euro, même s'il y a des correctifs à apporter sur le fonctionnement de la Banque centrale, etc. Par rapport à l'économie, l'UMP a défendu, là encore, toutes sensibilités confondues, une idée de réduction des déficits, de modernisation de l'appareil de l'État. Le Front National, j'ai entendu pour la campagne, dit maintien de tous les services publics en milieu rural, dit retour à un système de retraite. Je crois même que le projet Mélenchon est assez modéré par rapport au projet du FN en matière de dites ça parce que vous êtes un libéral, vous. Non, ça concerne. C'est-à-dire que, voilà, donc là, en termes de projets concrets, il y a des vrais clivages. Et je pense que pour la vitalité et l'intérêt démocratique, les partis respectifs auraient intérêt à confronter précisément leurs projets précis, leur politique précise à mettre en œuvre. Mais est-ce que vous allez, devenir un parti de droite classique, au fond? Parce que vos militants, le 1er mai, je les ai filmés, moi, ils disaient ni droite, ni gauche, Front National, etc. Est-ce que vous allez, dans cette hypothèse-là de rapprochement, devenir un parti de droite classique? Non, mais la politique, elle se joue sur deux niveaux. Il y a le niveau du théâtre, c'est le théâtre du Parlement, où il y a une droite et une gauche, mais il se joue surtout au niveau des idées. Et là, nous sommes sur des idées... Vous parlez de recomposition de la droite. Oui, mais sur des idées qui sont d'une recomposition de l'Europe elle-même, sur des idées du projet du général de Gaulle, sur l'Europe des patries, sur une confédération d'États, sur une nouvelle orientation de l'Europe, à la fois... Non, mais est-ce que vous êtes prêt, dans ce cas-là, à lâcher l'histoire de l'euro, de l'abandon de l'euro, pour devenir un parti de droite classique dont parlait M. Tabar? L'euro, là, ce n'est que le début de la fin. Vous avez vu la Grèce aujourd'hui, demain l'Espagne, on reparlera de cette affaire d'euro, et peut-être un jour on dira Marine Le Pen avait raison sur l'euro. Et peut-être sous peu et plus vite qu'on ne l'imaginait. Donc il ne faut pas insulter l'avenir, et il faut effectivement... Jean-Marie Le Pen n'était pas d'accord avec ça. Il faut discuter... J'entends que vous devenez un parti de droite, votre but est de devenir un parti de droite classique, d'une certaine façon. C'est un parti anti-système. Pourquoi de droite? Par opposition à la gauche, en tout cas un parti antisocialiste et anti-co... Non, mais la question que pose Serge Moati, c'est est-ce qu'on verra en France une évolution à l'italienne où le parti qui était héritier du parti italien s'est normalisé. Voilà. Et au point qu'aujourd'hui, même le parti de Gianfranco Fini est presque à gauche du parti de Berlusconi. La différence, M. Tabar, c'est que nous ne venons pas du fascisme, du nazisme ou du pétainisme, ce qui est le cas de monsieur Fini. A fortiori. Ramayad. Là, vous abusez pas. Est-ce que si, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Le Front National a une histoire. Nous sommes nés en 72, chère madame. Oui, mais ceux qui en sont membres ne sont Jean-Marie pas tous nés en 72. Excusez-moi. Il y en a qui viennent quand même d'une histoire très particulière. Très particulière. Laquelle? De la France. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait recommandables. Excusez-moi. Et qui expliquent que vous ayez été affublé de ce mot que vous parlez de François Mitterrand d'extrême droite. Vous parlez de François Mitterrand. Au Front National, personne n'a été décoré de la Francisque, madame. Il faut que vous le sachiez. Il y a un travail quand même à faire au niveau de l'appareil du Front National, où il y a des gens qui ne sont pas tous des démocrates. Occupez-vous de l'appareil du Parti radical, on s'occupera de l'appareil. Mais je m'en occupe, mais permettez-moi aussi, puisque vous jugez le système comme vous dites, qu'on puisse vous juger vous aussi. Parce que vous incarnez quelque chose. Vous faites que ça. Si vous étiez un parti tout à fait normal, déjà, de juger de l'anormalité de quelqu'un, excusez-moi, il y a quand même une forme d'exclusion. Vous ne pouvez pas nier l'histoire du Front National n'a pas commencé en 1972, excusez-moi, puisque certains, et même un bon nombre de ces membres viennent de mouvements très particulier. Gérard Longuet. Donc vous pouvez pas. Gérard Longuet. Monsieur J'ai été la première à critiquer la prise de position qu'il y a eu récemment. Dites, qui a fait la stratégie du président que vous avez soutenu à la présidentielle? Comment il s'appelle? Buisson. Mais vous avez entendu ce que je dis depuis le début de l'émission? Lui, il était à l'extrême droite. Moi, jamais, madame Henriade. Pourquoi depuis le début de l'émission, je dis que cette ligne-là nous a fait perdre? Cette ligne-là fait perdre. Parce qu'il ne faut pas que... Non mais attendez, on a des valeurs. On ne peut pas démissionner sur cela pour espérer gagner des voix. Mais ces valeurs, vous n'avez toujours pas dit quelles sont ces valeurs. Mais si je vous l'ai dit tout à l'heure, premièrement, sur l'idée de grandeur, je pense que vous
tuer la nation française en donnant d'elle une image aussi sectaire. Ça, c'est la première chose. Et vous parlez tout à l'heure du général de Gaulle. Vous parlez du général de Gaulle, mais vous n'avez pas le droit de vous arroger le général de Gaulle. Je ne m'arroge rien, chère madame. Le gaullisme n'est pas soluble dans ce que vous incarnez. Rien. Ça, c'est une première chose. Guillaume Tabar a complété parce que vous m'avez interrompu tout à l'heure, sur l'Europe. Moi, j'ai voté non à la Constitution européenne de 2005, en étant jeune, moderne, en ayant un métier. J'étais pas forcément... voilà. Revenons sur le truc là. Au cas où vous n'auriez pas de candidat au second tour, attendez, pardon. Est-ce que vous appelleriez à voter pour l'UMP contre la gauche? Écoutez, Marine Le Pen a ouvert une porte en disant qu'elle n'était pas hostile au cas par cas. À voter pour l'UMP contre la gauche. À discuter, effectivement, avec les élus locaux. Monsieur Lemoine, vous-même, même question pour vous, dans le cas d'un duel PS-FN, que ferez-vous? Je regarderai la valeur personnelle des candidats. Oui, c'est-à-dire, salut, on en reparle un de ces jours. Et dans votre circonscription? Dans ma circonscription, il n'y a pas de souci. Vous, aucun accord possible avec le FN? Oui, et pour savoir si on vote FN... Enfin, je veux dire, non. Voilà, attendez, non, elle dit non. Non, pas d'accord. Un accord possible avec le FN. La question était basique quand même. De son autre aile radicale, les centristes, machin. Tous ces gens-là, ils risquent de se couper de l'UMP si jamais l'UMP faisait ça. Et pour pas gagner grand-chose, et en y perdant les valeurs. Entre PS et Emmanuel Schliemann, vous votez qui au second tour? Juste une question d'actu comme ça. Cette hypothèse ne se présentera pas. Hein? La vraie question pour Ramayad, c'est... à Annie Barcolombe, au second tour entre le PS, Emmanuel et Schliemann, quel serait son choix? Allez, réponse. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? 2, parce que je serai meilleur. 2, je vais vous dire une chose, dans la politique, on se dit pas, on s'imagine pas un scénario où on n'est pas. Voilà, on se bat pour en être. Donc cette question, il faudra la poser aux socialistes ou à Schliemann. D'accord. Parfois, il nous arrive de perdre en politique aussi. Mais non, mais regardez, cette question, elle empoisonne la vie politique depuis la présidentielle. Et la droite tombe les deux pieds dedans. Vous allez vous marier à Hénin Beaumont avec Marine Le Pen et si Mélenchon y va. C'est vrai, faux? On va regarder ça à la télé, oui. Oui, on va regarder ça à la télé. Vrai, faux? Un coup publicitaire sans intérêt. Et c'est menaçant pour Marine Le Pen, quand même. Menaçant. Je pense que M. Mélenchon va arriver avec ses gros sabots... avec ses excès, ses outrances, sa violence, et puis voilà, et on verra bien comment ça se passe. Je pense que les électeurs ne laisseront pas passer une provocation pareille. Provocation? Oui, c'est une provocation, oui. Dans une terre plutôt qui vote à gauche, traditionnellement. Oui, enfin, qui vote à gauche, mais qui est empêtré dans des affaires de corruption généralisée, qui Conclusion, M. Tabar, si vous le voulez bien, je vous donne le dernier mot, parce que... à tous, mais on fonce. Une question sur l'avenir, les divisions de la droite sont-elles le meilleur allié de la gauche? Non, parce que l'histoire a montré qu'une droite divisée pouvait gagner, qu'on fait 95 Chirac-Balladur, et qu'une droite unie pouvait perdre. Donc ça n'a pas de... c'est toujours mieux d'être uni pour une famille politique, mais après, la question c'est comment organiser la diversité. Ça, c'est le vrai défi de l'UMP. Très vite. Très vite. Je pense que la meilleure manière de répondre à ces nouveaux arbitres de la démocratie française que sont les extrêmes, il faut que les partis traditionnels de gauche et de droite se remettent en cause et qu'on favorise un renouvellement de la vie politique, qu'on ait une plateforme programmatique. Bref, il faut se mettre au travail. Monsieur Alliot? Je crois que contre une forme d'extrémiste du centre et de l'UMP, il va falloir... L'extrême centre, ça veut dire... Non, je ne suis pas centriste. Non, mais je blague. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 20%, je suis à droite, je suis pas de l'électorat qui n'est pas représenté à l'Assemblée, et je crois qu'il y a un enjeu démocratique à l'échelle de l'Europe. D'accord. Et vous, un mot? Je me souviens de la parole de Jeanne d'Arc concernant Lahire. Lahire, qui était un chef de bande peu recommandable à l'époque. Et les nobles du royaume disaient à Jeanne d'Arc, surtout ne vous entourez pas de ce brigand. Et Jeanne d'Arc répond, il n'y aura jamais trop de sang français pour sauver la France. Alors sur cette phrase-là... on va réfléchir à ça. Oui, on va partir avec cette phrase. Merci beaucoup d'avoir participé à cette 26e émission d'Objectif Élysée. D'ailleurs, c'est terminé, Objectif Élysée, ou presque. Puisque la semaine prochaine, vous l'aurez compris, nous débattrons de la perspective des élections législatives et des grandes manœuvres qui se préparent déjà, on l'a vu, pour le 10 et 17 juin. Ce sera donc Objectif Assemblée. Vous voyez la finesse? Objectif Assemblée. D'ici là, citoyennes et citoyens, lisez, débattez, réfléchissez, et comme on disait autrefois, et qu'on peut toujours le dire si vous en êtes d'accord, salut et fraternité.